Grâce à vos dons, en 2018, TV Liberté a pu couvrir les événements d'Europe centrale. À l'approche des élections européennes de 2019, qui s'annoncent décisives pour l'avenir de notre continent, nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir continuer notre travail dans cette région la plus dynamique d'Europe. Nous sommes aujourd'hui à Varsovie. J'ai été à la frontière avec la Serbie. Chaque fois qu'on essaye d'interdire cette marche, elle grandit, elle est multipliée. Merci encore pour votre participation active et en 2019, nous avons à nouveau besoin de vous. Bonjour Martial Bild. Bienvenue sur TV Liberté. Vous êtes écrivain et philosophe. Vous avez publié une dizaine de livres, dont le dernier en date, il est ici, il vient de paraître il y a quelques jours, et il s'intitule Racination. Racination, un livre authentique, un livre original, composé d'aphorismes, presque un manifeste poétique, et aussi un peu politique. Un livre parfois difficile, mais que nous allons tenter de rendre accessible à tous les téléspectateurs. Rémi Soulier, d'où vient ce terme racination? C'est un néologisme qui associe deux mots, racination? Oui, et c'est un hommage à Peggy de ma part, puisque c'est un mot que Peggy a créé dans un texte en prose. Dans ses poèmes, il utilise plutôt le terme de raciner. La grâce, dit-il, est racinée profondément. Et racination, effectivement, c'est une manière à la fois de ne pas s'inscrire dans cette thématique qui est très belle, qui est très grande, mais qui est aussi très fréquentée, de l'enracinement, dans laquelle je me situe également, mais le mot me permet d'aller poétiquement et peut-être philosophiquement ailleurs. Et c'est aussi une façon pour moi de marquer à travers ce néologisme que la question du langage, la question du verbe, la question de la poétique, comme vous l'avez signalé, est vraiment cardinale. C'est un livre qui s'inscrit dans une vision du monde assez poétique, à condition de considérer que la poésie n'est absolument ni un ornement, ni une élucubration ou une fantasmagorie, mais au contraire qu'elle nous ramène au plus près du réel. Donc c'est tout ça que contient, à mon sens, ce mot de racination, en plus du mot valise que vous avez souligné là aussi, entre évidemment race, grâce, nation, enfin on peut y entendre plusieurs mots. Est-ce que vous liez ces deux mots? Est-ce qu'on peut avoir des racines sans être attaché à sa nation? Est-ce qu'on peut avoir une nation sans racines? Alors tout dépend en quel sens on entend le mot de nation. Le mot de nation, je l'entends comme l'entendait l'un de mes maîtres, Pierre Boutan, en y entendant précisément la naissance. Nation, natio, nascor, naître, c'est la naissance, c'est le lieu de la naissance, et c'est le fait de la naissance, c'est presque l'apparition, c'est presque le phénomène. Je ne l'entends pas, absolument pas au sens moderne du mot, au sens républicain, c'est-à-dire où la nation est un espace ouvert et contractuel. C'est-à-dire que la nation moderne, républicaine, jacobine, c'est un lieu absolument dépourvu de toute profondeur historique, dans lequel peuvent s'agglomérer un certain nombre d'individus, d'atomes individuels, d'individualités, dès lors que contractuellement ils adhèrent à un certain nombre de principes. Aujourd'hui on parle beaucoup des valeurs de la République, c'est une des 6 langagières à la fois les plus bêtes mais les plus répandues. Donc en ce sens moderne, ce n'est pas du tout la nation dont je parle, ce n'est pas du tout celle dans laquelle je m'inscris. En revanche, si par nation on entend le lieu d'une naissance commune et donc d'un peuple enraciné, d'un peuple du peuple français, j'allais presque dire en tant qu'il est constitué de peuples des provinces et de Gascons, d'Occitans, de Provençaux, d'Alsaciens, de Bretons. Là, oui, et là il n'y a aucune contradiction avec les racines. Au contraire, les deux mots sont liés. C'est-à-dire que la racine est ce qui va donner naissance, nascor, à la nation, conçue comme la communauté d'un peuple, ou même de peuples au pluriel, dès lors qu'ils sont enracinés dans des provinces.
Alors j'évoquais tout à l'heure, sans le faire exprès, un manifeste poétique, et je me trompais avec le terme politique. Néanmoins, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de politique dans votre façon de procéder. Et en voilà une. Dès le mot racination, ce qu'il y a de politique chez vous, c'est qu'en utilisant ce terme de racination, eh bien, vous vous refusez à utiliser le terme d'identité. Parce que ce terme-là d'identité, vous dites, il est trop réducteur. C'est tout un pays que l'on perd en troquant l'enracinement contre l'identité. Oui, alors ça c'est une méfiance qui est un peu, qu'il faut relativiser. L'identité est un mot auquel j'adhère d'un point de vue politique. Je veux dire par là que je n'ai strictement rien contre les mouvements identitaires et les mouvements populistes en Europe. Bien au contraire, ce sont des mouvements que je regarde avec beaucoup de sympathie, de bienveillance et d'admiration pour certains d'entre eux, compte tenu de ce que sont leurs actions. En revanche, la perspective dans laquelle je me situe, qui est une perspective plus littéraire, plus philosophique, m'amène dès que j'entends le mot identité, m'amène à penser que j'ai affaire d'abord à un concept. Et ce concept a une histoire qu'on ne va pas retracer parce que c'est assez technique, mais un concept qui est, en tout cas par hypothèse, extrêmement limité. Je crains qu'il y ait dans l'identité, non pas sur un plan politique, mais sur un plan philosophique, que ce soit quelque chose de possiblement tautologique ou redondant, alors que le terme de racination, précisément en ce qu'il est poétique, comme le thème d'enracinement d'ailleurs, nous permet d'élargir considérablement les horizons. L'identité n'est pas circonscrite à ce qu'en dit la philosophie ou la métaphysique. C'est il faut que le terme soit en quelque sorte se déploie dans des horizons variés et pas qui ne soit pas limité, par exemple, au principe d'identité tel qu'il est défini dans la logique d'Aristote, ou bien dans l'identité telle que la conçoit Hegel, l'identité de l'être avec lui-même. C'est très bien, c'est remarquable, mais je crois que l'intérêt d'une perspective qui est personnelle, qui est une perspective littéraire, une perspective, disons, d'écrivain, c'est précisément d'ouvrir les horizons et de distinguer le plan philosophique et puis le plan directement politique. Oui, mais néanmoins, dans votre ouvrage, vous allez beaucoup plus loin. Dans le chapitre « La République », peut-être emporté par votre élan anti-républicain, vous dites « En démocratie libérale et représentative, le politique relève de l'anecdotique, y compris le discours identitaire, si nécessaire soit-il. » Vous ajoutez même dans la démocratie marchande, toujours la même, l'identité est une part de marché et de l'offre politique parmi d'autres, comme la sécurité ou la souveraineté, ni plus ni moins. Oui, c'est-à-dire que je crois que le jeu est biaisé, si vous voulez, d'emblée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on a un certain nombre de règles politiques, en l'occurrence celles de la démocratie, de la République, de la démocratie représentative, de la démocratie libérale, c'est-à-dire de régimes politiques tels qu'on les connaît aujourd'hui dans un grand nombre de pays et tels qu'ils pensent eux-mêmes devoir s'exporter, je crois que le jeu, c'est-à-dire le jeu électoral, d'emblée biseautent les cartes en quelque sorte. Les cartes sont biseautées et les dés sont pipés. Autrement dit, je ne crois pas du tout, en ce qui me concerne, en quelque idée représentative que ce soit. Je crois que la liberté, il n'y a de liberté que de liberté réelle, concrète. Il n'y a troqué, comme c'est le cas en démocratie libérale, troquer des libertés réelles, des franchises, au nom d'une hypothétique liberté générale. Même chose pour la souveraineté. Charbonnier, maître chez soi, dit un proverbe auvergnat que Boutan aimait beaucoup citer. Je crois que c'est parfaitement vrai, mais charbonnier et maître chez soi, ça veut dire qu'il y a un espace, il y a des zones où s'appliquent des libertés concrètes, et que toute espèce d'extension nationale est un marché de dupes. Il n'y a de réalité que charnelle, et il n'y a de liberté qu'éprouvée, que réelle. Et donc en ce sens-là, oui, je crois que, sauf à prendre en main, et ça j'y crois beaucoup, à ce que le peuple ou les peuples prennent en main véritablement leur destinée, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, ce sont des mouvements de fond, mais ce sont des mouvements de fond, vraiment, ce sont des lames de fond. C'est quelque chose qui est presque souterrain et puis qui finit par, comme une source, qui finit par surgir. Ça m'intéresse beaucoup et ça, j'y crois. En revanche, la récupération possiblement partisane et électorale de ce processus-là, je le regarde avec beaucoup de doute et je le regarde avec un certain recul. Doute et recul, ce que l'on continue d'appeler dérisoirement la politique se résume à une sanglante lutte des places dont la rémunération narcissique et symbolique est vitale aux médiocres.
Oui, je crois que là Médiocre. encore, c'est-à-dire que la politique est une activité, ou le politique est une activité humaine extrêmement noble. Je crois qu'il y a une essence du politique. J'ai beaucoup travaillé sur Julien Freund, et j'ai pour l'idée politique en elle-même beaucoup de respect, beaucoup de considération, à condition précisément qu'elle soit une idée politique et qu'elle s'incarne. À partir du moment où le pouvoir politique est lui-même en raison de l'évolution du monde, c'est-à-dire de la part qui a été prise par le flux financier, en raison de ce qui relève, à mon sens, vraiment non pas de la démocratie, même représentative ou libérale, mais de la plutocratie. À partir du moment où n'importe quel grand groupe mondial ou même national, n'importe quel conseil d'administration, n'importe quelle banque dispose d'un pouvoir extrêmement puissant, le politique lui-même, la place du politique elle-même doit être au minimum réinterrogée dans nos sociétés. Mais je suis favorable ô combien à un retour du politique et à un retour de la noblesse du politique. Mais la noblesse du politique, ça suppose que la parole politique soit performative, sans sombrer évidemment dans des considérations, dans les dérapages possiblement autoritaires et a fortiori totalitaires. On les a connus. Il semble que le monde moderne ne soit capable, hélas, que de parodie dans ce registre-là. Mais trouver la justesse, presque au sens musical, au sens harmonique, de la parole politique et de son application possible et efficace, ça oui, ça m'intéresse beaucoup. En revanche, je crois qu'aujourd'hui, j'ai parlé de plutocratie, on pourrait parler avec le Platon des lois de théatrocratie également. On est dans un jeu théâtral et on est dans une forme de spectacle, au sens de Guy Debord aussi bien. Et ça, j'en suis extrêmement éloigné. Et ce que je m'efforce de faire dans ce livre-là, c'est précisément en revenant au sens des mots, en revenant aux étymologies, en revenant à ce que Péguy appelait la France charnelle, Barrès aussi également, j'opère comme dirait quelqu'un que vous aimez beaucoup aussi, qui est Gustave Thibon, je m'efforce d'opérer un retour au réel. Et ce retour au réel ne passe pas par le spectacle, au contraire, il passe par la dénonciation du spectacle et de l'illusion spectaculaire et de l'illusion théocratique. C'est en ce sens-là que je suis méfiant à l'égard du politique ou des politiques en général, mais très confiant en revanche, en un retour éventuel possible de la parole politique dans sa grandeur, dans sa noblesse et dans sa hauteur. Mais on en est loin, me semble-t-il. Bon, le maître mot de l'ouvrage, c'est racination, et derrière racination, l'enracinement. Et même si votre éditeur met en avant les références à Heidegger ou Novalis, vos vrais inspirateurs dans cet ouvrage sont Barrès d'un côté et Simone Weil la Grande. Que pouvez-vous dire de plus que la philosophe quand elle écrivait « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'humanité, de l'âme humaine ». Oui, c'est ce que je me suis efforcé aussi de développer. Alors, je reviens peut-être un peu sur votre appréciation. Je crois que ce n'est pas simplement un jeu éditorial de la part des éditions Pierre-Guillaume de Roux d'avoir mis en quatrième de couverture Novalis, Heidegger. Non, ce sont vraiment des inspirateurs de fond pour moi. Ils sont quand même présents dans le livre, qu'ils soient d'ailleurs explicitement présents ou que leur présence soit sous-tendue par des idées, des thèmes. Enfin, cela dit, en effet, Barrès et Simone Weil sont deux grands inspirateurs. Alors là aussi, c'est assez facile à organiser. D'un côté, avec Barrès, Barrès est aussi l'homme de la terre et des morts. C'est un slogan, comme tout le slogan, c'est un peu réducteur. Enfin, c'est le titre d'une conférence importante qu'il a prononcée. C'est cette idée que, effectivement, il n'y a d'enracinement ou de patrie ou même de nation, donc qu'à condition d'avoir accès à la chair, qu'à condition à avoir accès au corps, qu'à condition d'avoir accès à une hérédité, à une profondeur. Vous savez, je pense à un passage de Péguy où il évoque la paroisse, les paroisses françaises, et il dit, il parle des anciens qui reposent dans un caveau de famille, dans un tombeau, et puis si on creuse, si on va plus loin encore dans la terre, si on descend sous le caveau de la famille, on finit par déboucher sur le saint fondateur de la paroisse. Bon, mais ça, c'est une idée que je défends tout à fait, c'est-à-dire qu'il n'y a d'enracinement que de profondeur, et d'une profondeur d'ailleurs qui n'est pas nécessairement simplement vers le sol et vers les morts, mais qui est aussi vers le ciel et qui est vers les vivants. Tout d'abord parce que je crois que les morts sont vivants. Je crois que la dichotomie entre les morts et les vivants ne me paraît pas très opératoire, en tout cas jusqu'à un certain point. Et puis surtout donc parce qu'il y a cette velléité d'enracinement physique et charnel. Et puis Simone Weil a elle aussi, qui est un esprit fabuleux, enfin qui est une femme dont la pensée est considérable. Simone Weil a eu le mérite également d'appeler l'attention des lecteurs, enfin des lettrés en général,
général, sur ce que l'enracinement pouvait avoir de spirituel, et comme elle le définit comme un besoin de l'âme. Et je crois qu'elle a parfaitement raison aussi. Là encore, au fond, ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de montrer que ces dichotomies ou ces dualismes qui sont très commodes entre la terre et le ciel, ou entre le corps et l'âme, finalement, ce sont des antinomies qui n'en sont pas, qui ne tiennent pas. Je crois que si l'on est homme et si l'on habite la terre, y compris poétiquement, comme disait Hölderlin, eh bien, ce qui habite, c'est à la fois l'âme et le corps. C'est l'âme dans un corps, c'est le corps dans une âme, ou l'esprit. Et que la chair elle-même, comme le disait Péguy à nouveau, est elle-même spirituelle, et que l'âme est elle-même charnelle, bien entendu. Donc je m'efforce de tenir les deux bouts de la chaîne, non pas parce qu'ils seraient séparés, je ne suis pas du tout dans une perspective de type cathare, ce qui est parfois d'ailleurs l'écueil de la pensée de Simone Veil. Je m'écueille avec beaucoup de guillemets, avec beaucoup de respect, bien entendu. Mais il y a chez Simone Veil une pente, elle est tellement orientée du côté de l'esprit, pour quantité de raisons, qu'il y a chez elle un catharisme latent, et une conception peut-être de la gnose qui mériterait d'être discutée. Mais au contraire, il me semble que ce qui prédomine, c'est cette union-là, qui veut faire l'ange fait la bête, etc. Oui, non, nous ne sommes ni des anges ni des bêtes, nous sommes des êtres humains, donc nous sommes pourvus d'un corps, d'une âme, d'un esprit. C'est la tripartition traditionnelle, et c'est ça qu'il faut tenir ensemble. Et il faut le tenir dans un paysage, dans une terre, dans une tradition, dans un univers qui est aussi collectif, qui est aussi communautaire au sens large du terme. Dans un entretien que vous avez accordé récemment au site Philite, Philosophie et Littérature, vous dites que vous admirez inconditionnellement Maurice Barrès. Oui. Je ne vais pas vous le reprocher. Et pourtant, vous semblez vous éloigner de son propre corpus historique et politique. Là encore, toujours dans cette volonté de méfiance envers la nation, vous scindez en deux. D'un côté, bien, les déracinés, vous en avez parlé, la terre et les morts, et puis de l'autre côté, vous ne voyez pas ce qui est quand même aussi un des fondements de la pensée de Barrès, c'est-à-dire les scènes de doctrine du nationalisme. Oui. Et là, une nouvelle fois, vous mettez ça de côté. Alors, on peut mettre inconditionnellement barrésien et puis se séparer de la moitié de sa pensée. Oui, mais alors le livre n'est pas consacré à Barrès, ce n'est pas un essai sur Barrès, ce n'est pas une... Mais en revanche... C'était partout. Oui, mais en revanche, il est vrai que de manière spontanée, de ma part, il n'y a aucun calcul, j'ai été beaucoup plus, et c'est, je crois, assez représentatif de la réflexion qui est la mienne, j'ai été beaucoup plus attiré de manière spontanée vers les déracinés, vers la colline inspirée, que je cite également à plusieurs reprises, parce que je crois que là, Barrès, d'abord, la colline inspirée est un chef-d'œuvre, les déracinés aussi, d'ailleurs, dans un ordre romanesque un peu différent, mais je crois que là, le génie de Barrès est insurpassable, et je crois qu'il va, comme toujours, la littérature, la pensée, la poésie, à mon sens, vont toujours bien plus loin que les actes de théorisation politique. Les scènes et doctrines du nationalisme, c'est remarquable, ce sont des écrits de combat, c'est une série d'écrits, et les écrits de combat, c'est parfait. J'admire aussi beaucoup les écrits de combat de Bernanos, et Barrès a été un homme d'action. Il a été député, mais moi, il se trouve que je ne suis pas du tout un homme d'action. Je ne suis pas du tout, mais pour des raisons idiosyncrasiques, qui tiennent à... Et donc, ce que je peux faire, c'est des livres. Effectivement, je peux écrire, je peux m'efforcer de penser, de songer, et dans cet ordre-là, ce qui m'attire, c'est ce que les autres ont fait sur la même longueur d'onde, en quelque sorte, la même longueur d'onde poétique. Donc, si j'avais été un homme d'action, si j'avais été un homme de programme, comme Barrès, il y a le programme de Nancy de Barrès qui est fondamental, bien sûr, eh bien, j'aurais été du côté des scènes et doctrines du nationalisme. Mais je n'y ai pas été, et je vous avoue, et la question que vous me posez est une manière pour moi de m'en rendre compte, que je ne me suis absolument pas posé la question en écrivant le livre. Non, mais ce qui reste le maître mot de ma réflexion aujourd'hui à travers ce livre, c'est que l'enracinement chez vous est quand même distinct de la nation. Même de la nationalité, la nationalité invention moderne, jacobine, révolutionnaire, créature monstrueuse de l'avocasserie la plus bavarde et la plus méprisable, par qui Marie-Antoinette resterait l'Autrichienne, Catherine de Médicis et Mazarin, des Italiens, Florentins et Napolitains. Oui. Donc vraiment, il y a cette séparation. Vous rejetez cela et pour y préférer un autre concept qui est celui du pays, du país, de la petite patrie. Oui. On est d'accord avec ça. Oui, mais alors de la petite patrie qui peut s'étendre à la grande, mais à condition que ce soit un réalisme de l'amour, en quelque sorte. Je suis très attaché à la notion de pays, c'est vrai, de pagus, parce que le pagus, c'est aussi un des axes de livre. Il se trouve que l'étymologie du pays, donc du pagus, qui a donné paysan aussi en français, c'est la même que pagina, qui a donné la page. Et c'est aussi, pour moi, ce livre-là est aussi une façon de montrer que l'on s'enracine aussi, peut-être que l'enracinement ultime, c'est un enracinement dans les textes, c'est peut-être un enracinement dans les œuvres. Et ça, c'est aussi la trame de cet ouvrage. Mais il est vrai que je suis tellement radicalement anti-moderne,
tellement hostile aux présupposés, aux fondements, aux postulats de la modernité, qu'en effet, le mot même de nation, même s'il a cette grandeur de la naissance, de la natio, donc naskor, je trouve qu'il est tellement perverti dans ce que l'on en fait aujourd'hui que j'ai tendance à m'en méfier et à rester dubitatif même si je regarde encore une fois tous ces mouvements avec beaucoup de sympathie, de bienveillance, d'admiration, à rester dubitatif sur leur issue possible. Je suis beaucoup plus, si vous voulez, je me sens beaucoup... Et puis, il y a aussi en arrière-fond une méfiance de ma part à l'égard de l'État. C'est que la France a été construite aussi très largement autour de l'État. Mais autant l'État spiritualisé dans le cadre de la monarchie, c'est quelque chose que je comprends parfaitement, et un État qui reste dans l'ordre qui est le sien, avec les libertés locales, les franchises, les corporations, les communautés intermédiaires, tout ce que l'on voudra, autant l'État, quand il devient tentaculaire, quand il s'étend partout, il n'y a pas de zone qui échappe aujourd'hui à l'omniprésence de l'État, en tout cas il y en a de moins en moins, il y en a très peu, je suis aussi méfiant. C'est aussi être méfiant à l'endroit de l'idée de la nation, c'est pour moi aussi une raison d'être méfiant à l'endroit de l'État. En revanche, je ne suis pas du tout méfiant à l'endroit de l'idée de peuple. Je me retrouve beaucoup plus dans l'idée de peuple que dans l'idée de nation au sens que je viens de définir. Je crois qu'il y a dans l'idée de peuple, précisément à travers cette racination, à partir de cet état de fait, tout simplement. On est le fils de tel père, telle mère, de tel endroit, telle dynastie, etc. Famille, j'entends, familiale. Voilà. Là, nous sommes dans l'immédiateté, nous sommes dans ce qui n'est pas de l'ordre du discutable, même si on peut toujours le discuter, évidemment, et on peut toujours ruser avec ses propres identités. En revanche, la nation, nous sommes très rapidement dans le domaine de l'idéologie. Le pays n'est pas idéologique. Alors, on peut en faire des lectures idéologiques, mais il ne l'est pas spontanément. La nation est comme Est-ce que ça veut dire clairement qu'il faut que pour vous, la défense qui tient, c'est celle de son pays natal, c'est-à-dire sa petite patrie? Ça veut dire aussi beaucoup de choses. C'est-à-dire la défense des langues bretonnes, occitanes, etc. C'est aussi une forme de communautarisme, de communauté préservée. Est-ce que tout cela, c'est inclus dans votre réflexion? Racination, ça veut dire tout cela? Oui, c'est-à-dire que je m'efforce d'avoir de regarder les choses d'une manière un peu hiérarchisée, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Le point de départ, en effet, c'est tel lieu, tel endroit, éventuellement telle langue. Moi, je suis tout à fait un amoureux des langues de France. Je suis évidemment un amoureux de la langue française, mais je considère que la nature même de la France fait qu'il y a une pluralité culturelle, linguistique qui est en son sein. Et après, cette racination se déploie ou s'éploie. Et en effet, on peut partir de tel pays, de telle province, pour s'élargir aux dimensions de la France. Regardez, par exemple, je cite beaucoup les poètes occitans, c'est vrai, mais je cite aussi La Fontaine. Je me sens parfaitement français, c'est-à-dire que vous savez, c'est Maurras qui disait « Je suis de Martigues, je suis de Provence, je suis de France, je suis romain, je suis humain ». Ça me paraît parfait, c'est parfait. C'est ce que j'essaie de dire. Mais seulement, il ne faut pas mettre... Il faut tenir toute la chaîne et dans l'ordre. Il faut commencer par le commencement pour tendre vers une fin. Et le commencement, pour vous, c'est le Rouergue. Et le commencement, il se trouve qu'en effet... Et là, c'est là où souffle l'esprit, finalement. Votre colline inspirée, elle est dans le Rouergue, dans l'Occitanie. Oui, mais c'est ce qui me permet de comprendre toutes les collines inspirées. Aussi bien la colline inspirée de Barès, de Sion-Vaudémont, de Lorraine, que la colline même de Gustave Roux. La phrase pure d'une colline, dit admirablement cet écrivain, ce poète fabuleux qui est Gustave Roux, poète suisse, de la Suisse romande. Donc tout ça, je le comprends et je le vis et je l'expérimente. C'est ça le sens profond de la connaissance, à travers des médiations qui me sont particulières. Mais ces médiations-là ne sont pas limitatives. Au contraire, elles sont ce qui permettent de s'élever en vérité, et pas dans le bluff, pas dans les esbroufs, à des stades, à des phases plus élevées. C'est-à-dire que le pays peut ouvrir, la province peut ouvrir à la patrie, la patrie peut ouvrir à une dimension plus civilisationnelle, celle de l'Europe également. Je me sens partie prenante de tout ça. Mais je commence par le commencement. Et je me sens parfaitement français et parfaitement européen. Vous dites que votre grand-père roulait les airs dans le Rouergue, et vous appelez Rémy des roches rocailleuses et des runes. Oui. Je n'ai pas insisté encore sur le côté rocailleux du R. Ça veut dire quand même qu'il y a quelques jours, vous avez vu, il y a eu une polémique autour d'une moquerie de Jean-Luc Mélenchon sur l'accent d'une journaliste du Sud-Ouest. Vous consacrez un chapitre à l'accent. Vous pensez que cet accent, il est important, il est essentiel, il est aussi un moyen d'enracinement. Il ne faut pas le perdre. Disons que je crois alors qu'il ne faille pas le perdre, ça je crois que c'est une bonne chose. Combien de gens
originaires des provinces occitanes, lorsqu'ils viennent à Paris, s'efforcent de perdre leur accent. Je pourrais citer des noms, je ne le ferai pas, mais je pourrais citer des noms. Ils sont il y a beaucoup de pression pour le faire. Et il y a énormément de pression pour le faire, évidemment. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Enfin, la question de le perdre ou de le garder ne m'a jamais intéressé, je ne me la suis jamais posée. Donc les choses vont comme elles doivent aller. Et j'aurais voulu le perdre, évidemment, je l'aurais perdu. Ça ne m'intéresse pas parce que, tout simplement, un accent, c'est, et Barrès aussi est très clair là-dessus, dans Les Déracinés, c'est le témoignage, en l'occurrence, d'une langue qui a été perdue, mais dont la musique, disait Max Rouquette, un grand écrivain occitan, elle est demeurée. Or, les mots ont été tués, enfin la transmission ne s'est pas effectuée à la génération déjà de mes grands-parents vers mes parents, mais en revanche, la musique est restée. Et cette musique, dès lors qu'elle témoigne d'une langue, qui plus est d'ailleurs, qui a une très grande noblesse littéraire, parce que c'est la langue qui est la plus proche du latin, hein, c'est la langue romane et romande, enfin... donc, témoigner de cette langue-là, et s'efforcer d'ailleurs de se la réapproprier, c'est ce que j'ai fait. Ma réaction en venant à Paris, ça a été de me mettre à apprendre la langue d'oc. Je n'avais que des mots, les berceuses que me chantait ma grand-mère, qui elle était qui parlait, sa langue maternelle était la langue d'oc. Donc elle la parlait admirablement. Mais la transmission donc s'est rompue avec la génération de mes parents, qui eux comprenaient parfaitement la langue, mais ne la parlaient plus. Et moi je ne la comprenais plus, et je ne la parlais plus évidemment. Ma première réaction, ça a été d'apprendre la langue d'oc. C'était d'ailleurs la réaction de Maurras. Sa grand-mère se moquait de lui en disant il a fallu que tu partes à Paris pour apprendre le provençal, tu exagères. Bon. Mais c'est un réflexe que je comprends parfaitement. Il faut se réapproprier cet héritage. Et cet héritage-là permet, en l'occurrence, par exemple, de lire les troubadours dans le texte, l'ancien occitan dans le texte. C'est une ouverture considérable à la littérature occitane, mais de facto à la littérature française. Et si vous avez accès aux troubadours, ben vous pouvez comprendre toute la poésie courtoise, vous pouvez comprendre presque l'amour et l'Occident, comme dirait Denis de Rougemont. Donc il faut en passer par là. Et en passer par là, c'est une façon aussi de ne pas renier sa chair. Il y a une chair de la voix. Et cette chair de la voix, dès lors qu'elle fait signe à cette langue tout à fait vénérable et admirable, mais c'est valable, je dirais, pour tout, enfin, pour toutes les langues, je dirais, pour toutes les langues de France. Voilà, je crois que c'est une richesse. Ça participe de ce que Giono appelait les vraies richesses. Voilà, Rémi Soulier, raciné dans leur work en Occitanie, en France, romain et humain, et qui vient d'écrire Racination.